Vivre sur l'eau, dernière étape de la liaison étroite qui existe depuis toujours entre l'homme et l'onde. Le besoin étant mère de la découverte, l'homme primitif a vite saisi que l'eau est synonyme de vie. Cette nécessité dirigeait l'itinéraire de ses voyageries. Instinctivement, il savait que toute habitation à caractère tant soit peu permanent se devait de voisiner avec l'onde. À travers les âges, les structures ont varié énormément, mais elles étaient toujours liées à l'environnement, au cœur de la vie des gens. C'est comme ça que certains sont venus habiter sur l'eau, parce que leur subsistance en dépendait. Aujourd'hui, autour du monde, plusieurs centaines de milliers de personnes vivent à bord d'habitations flottantes, souvent à cause de ces coutumes d'antan. En Asie, que ce soit à Hong Kong, en Thaïlande ou au Cachemire, les Orientaux en font un style de vie complet. C'est souvent de la naissance à la mort que la vie de famille se poursuit à bord. C'est aussi le lieu de travail. Certains vivent des produits de leur pêche, d'autres du transport de cargaison. Des comptoirs flottants passent vendre leurs marchandises à cette population maritime. À l'heure des repas, des odeurs de poissons frais se dégagent des ponts où l'on fait la cuisine. Ici, l'eau et le commerce vont de pair. Pour moins de 10 $ par jour, services et repas compris, les visiteurs peuvent se loger à bord d'hôtels flottants. Cette vie paisible ne va pas sans heurts. Des typhons dont les vents soufflent à 120 000 à l'heure viennent périodiquement semer mort et destruction. À Bangkok, les canaux servent d'artères achalandées. Les autorités s'inquiètent de l'extrême pollution qui y existe. On force des boutiques à s'installer ailleurs, mais invariablement, elles reviennent. L'habitude du marché flottant étant trop solidement ancrée. En France, la tradition des péniches continue avec une variante. Dans la région de Paris, on s'en sert moins comme instrument de travail. On transforme toute la surface intérieure en habitation, ce qui a l'avantage d'offrir plus d'espace que bien des appartements parisiens. Sur la côte ouest de l'Amérique du Nord, des villages flottants existent depuis le début du siècle. Quand des pionniers ont affaire à un relief aussi accidenté que celui d'ici, ils trouvent plus facile de construire des quais que des routes. Présentement, c'est une alternative à l'habitation traditionnelle pour une certaine élite qui se veut bohème. D'ailleurs, ce style de vie va bien avec la mentalité de l'Ouest, son reste d'esprit de frontière, son goût de l'aventure, de l'inattendu. Et l'histoire est là pour prouver que vivre sur l'eau n'est pas de tout repos. C'est avec les premiers camps de bûcherons que la tradition s'est établie ici. C'étaient des affaires de grande envergure avec hôtels, magasins et cantines. Pendant la dépression, des bicoques se développèrent rapidement dans les eaux autour de Vancouver. Tout cela fait maintenant partie de la petite histoire. Aujourd'hui, à bord de son habitation flottante bien moderne, Dominique Lemaître continue la même tradition. Dominique, comment en êtes-vous arrivé à habiter sur une maison flottante? C'est une question assez difficile à répondre dans un sens. J'ai découvert les maisons flottantes grâce à un ami avec qui je travaillais et qui habitait à New Westminster, sur une petite maison flottante qui était construite sur des troncs d'arbres. C'est comme ça que je suis allé le voir le dimanche, le week-end et ainsi de suite, et l'idée m'a intéressé. C'est comme ça que ça a commencé dans un sens. Ça fait longtemps que vous êtes ici? La maison, j'ai commencé la maison il y a à peu près 5 ans, mais comme nous en parlions il y a quelques minutes, ça fait 4 ans que j'habite ici, que c'est vivable. Et cette maison, vous l'avez achetée ou fait construire ou... Non, je l'ai construite entièrement moi-même, avec l'aide d'amis occasionnellement. Mais est-ce qu'il n'y a pas une technique spéciale qu'il faut employer pour une maison flottante? Parce qu'il faut qu'elle flotte finalement, cette maison. C'est peut-être la seule technique, oui. Et je dois dire qu'au début, je l'ai construite et je me suis aperçu qu'elle serait trop lourde, donc il a fallu que j'améliore la flottation. J'étais un novice, donc j'ai appris par l'expérience. Est-ce qu'il y avait beaucoup de maisons ici à ce moment-là? Non, quand je suis arrivé ici et j'ai commencé à construire cette maison-là, il y avait seulement une maison ici, qui était d'ailleurs une nouvelle maison construite par cet ami qui m'avait initié à l'idée. Et nous étions que 2. Et il n'y avait pratiquement aucun moyen de marcher de la berge jusqu'aux maisons. Il fallait soit venir avec un petit bateau à rame ou se débrouiller comme on pouvait, ou approcher la maison à côté de la berge. Et la municipalité de Delta, est-ce qu'elle voyait d'un bon œil les maisons flottantes qui étaient en train de se développer? C'est intéressant parce qu'au début, ils nous ont complètement ignorés. Et petit à petit, cette marina pour maisons flottantes s'est améliorée et il y a eu plus de maisons.
Et tout le monde, à ce moment-là, était plus ou moins à une étape de la construction. Donc, c'était pas très beau à voir. C'était un chantier de construction. Et on a commencé à avoir des problèmes quand il y a eu un groupe d'appartements qui s'est construit juste derrière. Les gens payaient, je crois, un prix assez élevé pour avoir un endroit pour ranger leurs bateaux sur la rivière. Et il y a eu des pressions pour essayer de nous éliminer à ce moment-là. Et c'était de ça il y a 3 ans. Mais quel était leur point de vue? Pourquoi est-ce qu'ils voulaient vous éliminer? Il y a suffisamment de place pour des bateaux aussi? Ou... Oui, je crois. Je crois que c'était, comme je disais, c'était un peu un chantier de construction. Et je crois essentiellement que ça gâchait la vue sur les marais qui sont derrière nous, comme vous pouvez voir. Et c'est une vue assez plaisante. Et il se trouve que je me trouve devant eux, essentiellement, pour la vue. C'est peut-être une raison. Je ne peux pas vous dire quelles sont les idées possiblement politiques qui sont derrière ça. Et est-ce qu'il y a eu à ce moment-là des problèmes avec la municipalité même? Bien sûr, il y a eu des problèmes, parce que je crois que les promoteurs des appartements voulaient vraiment développer cet environ. Et ils ont essayé de nous faire partir. Le moyen de nous faire partir, c'était de nous couper l'eau. Comme vous savez, nous sommes connectés au système municipal. Ça, c'était un moyen. Ensuite, il y a eu les taxes. Est-ce que vous payez des taxes ici? Bien sûr, oui. Oui. Nous avons d'ailleurs discuté avec la municipalité devant une cour de justice en leur disant qu'on était prêt à payer les taxes, à faire quoi que ce soit, améliorer la sécurité, permettre aux pompiers de venir s'ils avaient besoin de venir au cas où il y aurait un incendie. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont décidé de couper l'eau un jour. Et ça a commencé comme ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le propriétaire, qui est Chong Chok, nous donnait des bidons d'eau en plastique qu'il avait, qu'il trouvait, qui, je crois, auparavant contenait de l'huile de soja. Alors on s'est débrouillé et ensuite ils ont fait l'erreur, je crois, de réouvrir l'eau pour quelques jours parce qu'ils se sont aperçus que ce n'était pas très légal ce qu'ils faisaient. Et ensuite, ils lui ont envoyé une notice en disant on va revenir, on va vous couper l'eau. Et il les a attendus avec son fusil de chasse. Alors là, ça a commencé. La police est arrivée, la police montée canadienne et ainsi de suite. Et par chance, la vanne pour couper l'eau se trouvait juste à l'intérieur du coin de sa propriété. Donc il avait le droit de faire ça, il avait le droit de les empêcher de couper l'eau. Donc il y a eu un pourparler avec un avocat, la police est partie, Chong Chok est passé devant la cour de justice à New Westminster et toutes les accusations ont été abandonnées. Donc c'était assez chanceux pour eux. Pour eux, Chong Chok et pour nous essentiellement, parce qu'autrement, c'était fini. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que votre situation est complètement légale? Notre situation est légale parce que c'est une propriété privée. Qui appartient à Chong Chok. Qui appartient à Chong Chok. Et ils se sont aperçus que pour attaquer quelqu'un sur sa propriété, c'est très difficile. Il y a des lois qui protègent les gens, qui protègent leur propriété privée. Et les lois sont faites pour cela. Donc maintenant, ils nous ignorent. On est reparti il y a 5 ans, on ne voit personne. De temps en temps, il y a quelqu'un du service des taxes qui vient pour regarder les améliorations sur les maisons et donc accroître les taxes de Chong Chok. C'est comme ça que ça marche généralement. Donc ils paient les taxes et ils les divisent et nous payons les taxes sur nos maisons à travers le loyer.